Bonjour, merci de nous retrouver ce matin pour ce numéro de Matin Week-end. Toute l'équipe est très enthousiaste à l'idée de passer un bon moment de divertissement, d'information et d'éducation. Ne bougez pas, la suite, c'est tout de suite. Il y a Dieudonné et Gaba. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Bien démarrer la journée? Oui. Avec quelques difficultés, difficultés techniques, mais bon. Le plus important, c'est de démarrer. Le plus important. Et puis ce soleil qui commence à se lever là. On avait un vieux technicien à l'époque. Attention. Ouais. On avait un vieux technicien à l'époque qui disait que la technique, c'est pas notre parole. La technique a ses caprices. Aujourd'hui, ça peut marcher, et demain ça ne marche pas. Mais bon, c'est tout ça là aussi qui nous fait transpirer, sans compter le soleil qui commence à se pointer. Il fait immensement chaud. Après, il Ouais. faut peut-être s'attendre à une intempérie surprenante comme... Comme jeudi, comme la journée du jeudi, ouais. l'après-midi du jeudi, où on a vu les toits des établissements publics d'Amboé, de là. C'était effrayant. S'envoler. Oui, c'était vraiment effrayant, oui. Et d'ailleurs, il y a une voiture qui s'est retrouvée sur une toiture. Je pense que ça devait être du côté de là. là. Mais sur le sujet, ce que j'ai aimé, c'est que tout de suite, le gouvernement s'est mis... réactif. Était très réactif, ils sont allés sur les lieux pour s'enquérir de la situation des élèves et des enseignants. Vendredi, j'ai été du côté d'Amboé, non seulement prendre quelques images, mais également pour vouloir faire une espèce de petit bilan. Oui. J'ai été particulièrement surpris et quelque peu choqué. J'ai trouvé deux petits enfants, une fille et un garçon. Qui sont quand même répartis à l'école? Oui, ils étaient devant leur classe, mais vraiment quelque peu choqués, quoi. Ils parlaient de cet incident. Il y a un qui disait qu'ils étaient en train d'écrire, ils ont entendu un grand bruit, un grand craquement, et puis tout est parti. Tout le monde a paniqué, les uns voulant sortir, les uns ont marché sur les autres. Il y a un qui a eu le bras déchiré par un câble électrique. L'autre s'est écorché les coudes, je crois que c'est en tombant dans la bousculade, et l'autre a cogné la table, donc il a eu une bosse. Mais ça, c'est le bilan d'une seule classe. Parce que c'est deux classes qui ont été emportées, plus l'administration. Et il y a 3 poteaux électriques au sol. Je crois que les populations qui habitent après l'école ont dû se retrouver privées d'électricité et de tout ce qui est Wi-Fi et autres, parce que tous les câbles sont coupés. Tel que les images le montrent, vous voyez vraiment que le choc est violent, quoi. Maintenant aussi, derrière justement, comme tu dis, ces images que l'on regarde là, je vais revenir sur la problématique des travaux réalisés par certaines entreprises. Oui, justement. très bien. Je ne sais pas si, pour le cas de l'école d'Amboé, je crois que tout récemment, elle avait été réfectionnée. Est-ce que l'entreprise, lorsque le ministère de l'Éducation nationale a récupéré l'outil, est-ce qu'il y a eu un procès verbal? Parce que le plus souvent, il faut faire un état de lieu pour reconnaître qu'effectivement, on a récupéré On a réceptionné les travaux. Et on donne quitus qu'effectivement ça a été bien réalisé. Si les choses ont été faites dans les règles de l'art. Ouais. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est pour ce qui est de l'école d'Amboé. Maintenant, pour ce qui est de l'école de Lalala, je pense que là, on parlerait plutôt de vétusté. Ça, c'est quand même une vieille école. C'est vétuste, hein. Oui, c'est une vieille école qui date depuis des années, je crois, 70. Donc là, se pose aussi véritablement le problème de la réalisation des travaux sur les édifices publics. Le bois ayant été entamé par l'âge et tout ça, bon, c'est normal, hein, ça peut craquer. Ajouter à ça, est-ce qu'on ne peut pas parler aussi de dérèglement climatique? Oui, nous sommes quand même, le mois de janvier vient de, excuse-moi de donner, le mois de janvier vient de s'achever. On est au mois de février. Je pense que nous sommes en petite saison de pluie, on sort de la petite saison sèche. On est en train de sortir de la petite saison sèche. De la petite saison sèche. Mais même là, quand nous étions au mois de décembre, janvier, nous étions en petite saison sèche, mais il pleuvait. Malheureusement, il pleuvait. On a vu ces inondations à Kanda, on a vu tous ces problèmes qui se sont posés. Mais vraiment, le dérèglement climatique pose beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Déjà, ça perturbe tout ce qui est production agricole, parce que vous savez que la production des fruits, elle est saisonnière. Lorsque les saisons sont perturbées, les productions sont aussi perturbées. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, la pêche, les chasses et tout ça, mais vraiment c'est la vie en un mot qui est perturbée. Et c'est compliqué comme ça.
Si on continue comme ça, on va devoir avoir des nouveaux comportements. À adopter, oui. Obligé. On risquerait de se retrouver au mois d'août en pleine pluie. Alors que souvent le mois d'août, c'est le mois où on se couvre, c'est la belle saison. C'est la belle saison. Si on défriche maintenant nos plantations au mois de mars, parce que bon, vous comprenez que ça va amener de nouveaux comportements. Je vous propose de regarder l'intervention du Premier ministre à ce sujet. On revient tout de suite après, bien sûr. Nous avons été informés par ma collègue, Madame le ministre de l'Éducation nationale, et par Madame le maire de Libreville, des sinistres qu'il y a eu sur plusieurs écoles. Nous sommes donc allés regarder du côté de Lalala, où effectivement l'école publique a perdu sa toiture. La toiture a d'ailleurs volé sur la voie publique. Nous sommes venus ensuite à Amboué. Il y a également une école à Ovendo et plusieurs autres dégâts à travers le pays. Nous sommes venus regarder pour constater l'étendue des dégâts et faire des propositions très rapidement pour la réhabilitation, la reconstruction de ces différentes salles de classe qui ont été touchées, mais aussi regarder quel type d'aide on peut apporter, notamment aux enfants qui naturellement, non seulement psychologiquement ont été atteints, mais aussi ont dû certainement perdre du matériel, des équipements, des fournitures. Pour les enseignants également, on va regarder ce qui peut être fait assez rapidement. Dans tous les cas, il faut suspendre les cours parce que l'orage a emporté les toitures, il y a ce qui est visible. Et il y a certainement des salles de classe qui ont été touchées, il faut d'abord bien évaluer pour la sécurité des enfants aussi bien que des enseignants. Le ministère de l'Éducation nationale va évaluer très rapidement, mais pour l'heure, le principe de précaution voudra qu'on suspende les cours dans ces écoles. Après cette intervention, vous avez quelque chose à dire? J'estime simplement que, comme le disait Gabin, le gouvernement était réactif, ils sont allés sur le terrain, ils ont fait un état des lieux. J'ose croire simplement que les travaux vont aussi suivre aussi rapidement parce qu'il faut que les cours reprennent. Absolument. Et là, ce sont des écoles primaires, les enfants ont entamé les devoirs pour le 3e palier, donc il faut que ça aille vite. Voilà. Il a tout dit. Oui. Mais le Premier ministre l'a rappelé, hein, les travaux vont redémarrer à nouveau. Mais ce serait bien que l'on, avant de démarrer les travaux, qu'il fasse un appel d'offres. Parce que souvent les travaux réalisés laissent quand même à désirer. C'est des vies qu'on a failli perdre. Hein. Ah oui, on a failli enregistrer. Des vies de jeunes Gabonais qu'on a failli perdre. Donc, je vous promets. Avant de reprendre les travaux, il faut lancer un appel d'offres. Tout à fait. Pour que le moins disant, le plus offrant, propose quelque chose de bien. Alors, Matin Week-end continue. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous proposez aux téléspectateurs ce matin? Vous me regardez? On va parler d'un événement bien particulier. Ce n'est pas souvent qu'on voit des gens qui ont travaillé ensemble se réunir, non seulement pour faire le bilan de tout ce que leur vie a été et celle qu'elle est aujourd'hui, mais aussi peut-être pouvoir ensemble quelques perspectives. Donc les anciens agents de la RTG chaîne 2, qui est, comme vous le savez, une station de télévision et radio dissoute aujourd'hui. À la suite, il faut préciser, à la suite de la réforme du secteur audiovisuel public. Voilà. Donc, la radio 2 est venue à Radio Gabon, chaîne 2, la télévision, est venue à Gabon Télévision. Voilà, donc les agents se sont retrouvés. Les anciens agents. Oui, les anciens agents se sont retrouvés pour communier ensemble, mais aussi pour commémorer un certain nombre d'événements, parce qu'il y a aussi beaucoup qui nous ont quittés, qui sont désormais dans l'au-delà. Il fallait faire quelques bilans, et ça fait chaud d'ailleurs de revoir les anciens collègues qui sont à la retraite. Ensuite, ce sera tout à l'heure en image, Dieudonné. Bon, voilà. Et toi, Gabin? Ben, comme je vous le disais la semaine dernière, je suis resté dans la ville de Lyon, où j'ai rencontré les frères Aperano, les spécialistes de coupé de France, qui est d'ailleurs devenu une marque. Ils en ont fait une marque. Donc je suis allé à leur rencontre pour savoir qu'est-ce qui était ou quel est leur secret pour nous offrir des coupés aussi succulents que ceux-là que j'ai goûtés. Parce que il faut le dire, à chaque fois quand ils m'offraient des barquettes ou une barquette, quand j'arrivais à la maison, les enfants ne voulaient plus préparer, ils voulaient automatiquement manger ces coupés. Et qui sont leurs clients? Ben, on va le découvrir dans le reportage. Leurs clients sont des entreprises, des Gabonais, des compatriotes, et aujourd'hui des Français qui s'adonnent à cœur joie sur cette cuisson de coupé, qui est une spécialité, on va dire désormais gabonaise.
Fidji, après la ville de Lyon, Oui. Il faut bien revenir au pays. Je suis revenu au pays et j'ai rencontré notre jeune compatriote, enseignant de philosophie et écrivain, Chancely Olengue Dorlan, qui vient de commettre un 3e ouvrage, Tiaï, l'orphelin. Tian, hein? Oui, Tian, ça se dit comme ça. Tian chez vous? Oui, Tian. D'accord, c'est en Pounou. Oui, Tian en Pounou, et chez les Teko Bamba, Tiaï. D'accord. Donc je l'ai rencontré. C'est écrit de la même manière, mais ça se prononce... Non, Tian. Tian en Pounou? Tian. Tiaï. Tiaï. En Teke et au Bamba. Ah, d'accord. Donc il a justement, je le disais, il a commis l'ouvrage en moins d'1 an, parce que vous vous souvenez, notre première émission, le premier invité, c'était lui. Et avec lui, il va nous faire l'économie justement de ce livre. Super, intéressant tout ça. Les différents entretiens de Dieudonné et Gabin seront suivis du regard de Saint-Michel de Manga. Puis on terminera avec le clin d'œil culturel de Papa Kumbambula, la thématique du jour, le bon voisinage. Le décor est planté, restez avec nous dans un petit instant. On s'intéressera aux rencontres et entretiens de Gabin et de Dieudonné. Voilà donc de retour sur le plateau. Je vais me tourner vers toi. Nous allons donc la suite, regarder cette rencontre qui a réuni. Mais il faut dire que Dieudonné et moi, nous sommes quand même des anciens de la chaîne 2, ce qui n'a d'ailleurs pas dit lors du sommaire. Donc nous-mêmes, on a assisté à cette cérémonie qui fut, il faut le rappeler, émotionnelle. Beaucoup d'émotions. Lorsque vous rencontrez vos anciens responsables, pour mon cas, j'arrive quand même à la 2e chaîne en 90 et le directeur général, c'est M. Luc Vouamba, qui vraiment, de main de maître, a géré cette chaîne de télévision presque depuis sa création, donc au lendemain du sommet de l'OI en 1977, parce que la chaîne 2 a été créée cette année. Donc lui, il prend les rênes de cette chaîne de télévision, je crois, autour de 78-79. Mais il faut dire que déjà dans la mise en place de cette chaîne, lorsque lui et moi on se rencontre, parce que je suis en train de préparer un document sur lui, sur la télévision gabonaise, il va me dire que la chaîne 2 a été préparée en coulisses avec son concours, donc entre Omar Bongo et lui. Mais ça, on le découvrira très prochainement. Dieudonné, je te laisse continuer alors. Mais voilà, et pour coller justement à ce que tu dis, donc moi j'arrive là en 1995. Mais sauf que quand la chaîne, excuse-moi, quand la chaîne démarre, ce n'est pas lui qui est nommé DG. C'est Fidel Echinda qui est nommé DG, mais quelques mois après, lui, il va prendre les rênes de cette chaîne. J'arrive là donc en 95, je comprends que ça c'est bien vieux, et puis bon, il y en a qui sont allés à la retraite, nous nous sommes retrouvés à cette fête, vraiment de les voir, c'était content, on s'est tous pris dans les bras. Il faut quand même dire que il régnait un esprit, et je me permets de le dire, esprit. Il régnait un esprit à la RTG chaîne 2, c'est que là-bas on n'était pas collègues, on était tous parents. À chaque fois ton problème de famille pouvait être réglé dans l'administration à la chaîne 2. Tu pouvais venir poser ton problème. À chaque fois que quelqu'un avait un problème de famille ou un problème quel qu'il soit, il se réglait là. On s'asseyait entre nous et on réglait ça. Il régnait une ambiance de cohésion. Une ambiance de cohésion familiale. Famille, point. Oui. Il faut simplement le dire. Famille voilà. tout court. Oui. Donc, voilà, nous nous sommes retrouvés là. On a un peu... J'imagine bien, j'imagine. Ressasser tous ces vieux souvenirs. Et tout ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que tu as toujours la même femme pour les uns? Oui, je me suis marié pour les autres. Mais tu vois, c'est lui qui revient toujours sur l'histoire des femmes. Tu les as changés entre temps? Non, pas du tout. Écoutez, mais c'est parmi les questions qui ont été posées. Et d'ailleurs, pourquoi continuer là-dedans? Allons écouter tout ce qui s'est dit. On regarde tout ce qui s'est dit dans ce reportage. Vous nous avez appris la loyauté. Vous nous avez appris le goût de l'effort, le travail. On peut même dire la ponctualité. Parce que malgré les difficultés, il y avait toujours le journal à la télévision, le journal à la radio. Vous nous avez appris l'amour. Nous ne nous connaissions pas au départ, mais nous sommes devenus une famille grâce à vous. Monsieur le directeur général, vous nous avez appris des valeurs. Et les valeurs qui nous ont accompagnés, même après la disparition de la RTG2. Parce qu'aujourd'hui, nous formons une famille. C'est la famille de la chaîne 2. La famille chaîne 2. Nous avons fait vibrer la 2e chaîne à la présidence de la République. Et il y en a qui n'y croyaient pas. Mais elle a pris de l'ampleur, cette 2e chaîne. Elle a certainement fait mal à certains.
mais c'était pour le bien du pays. Personnellement, j'ai pris l'engagement auprès du chef de l'État, que Dieu ait son âme, pour vous donner une formation dans des écoles à l'extérieur de notre pays. Et c'est ce que j'ai fait. Vous êtes ici dans une maison qui est très bien, mais vous savez que la deuxième chaîne, c'était une toute petite chaîne dans des tout petits studios où il n'y avait pas beaucoup de monde. Et si vous avez beaucoup de monde, puisque vous vous êtes retrouvés avec vos collègues, apprenez à ceux qui n'ont pas appris ce que vous avez appris pour le bon fonctionnement de la maison. Ne soyez pas avares. Monsieur le directeur général, je voulais, au nom de tous mes collègues ici présents, et comme vous l'avez dit aussi, de nos collègues, les consoeurs, les confrères qu'on a perdus en plein parcours, je souhaite et je réitère aussi nos remerciements à votre égard pour tout ce que vous avez fait pour chacun d'entre nous, individuellement et collectivement. Le peuple de la deuxième chaîne de télévision vous est fondamentalement et sincèrement reconnaissant. Où que vous soyez, que ce soit à Libreville, que ce soit au village, sachez que vous avez vu, vous avez fait grandir, vous avez fait naître et vous avez créé une communauté. L'essentiel pour nous ici aujourd'hui, ce n'est plus de savoir est-ce qu'on existe ou pas, mais c'est de continuer à exister sous une autre forme, peut-être des choses beaucoup plus formalisées, comme on a dit avec âme Dieu, pour que ça soit une institution. Dieudonné, quel était l'intérêt de cette rencontre? J'ai envie de te renvoyer une petite question. Renvoie-la-moi. Imagine simplement que tu te sois exilé. Oui. Plusieurs années se sont écoulées, puis tu rentres au pays. Quand tu revois la famille, tu es dans quel état d'esprit, je veux dire. Tu es dans quel état d'esprit? Voilà un peu comment nous nous sommes sentis en nous retrouvant là. Je ne sais pas si c'est parlant l'exemple que je prends, mais l'intérêt de ça, c'était déjà de voir qu'il y a beaucoup qui nous ont quittés dans des conditions quelque peu tristes. Certains traînent des maladies, d'autres sont à la retraite mais tiennent encore bon. Il y en a comme nous qui sommes encore en activité. C'est toujours bien de se rencontrer et de parler de tout ça. Et peut-être même que ça va finir par créer, comment je veux dire, un petit groupe d'entraide. Parce qu'il y a ça en filigrane. Un petit groupe d'entraide qui de temps en temps peut apporter de l'aide aux autres. En gros, c'est pour perpétuer un peu cet esprit famille que nous avions à cette époque. Et pour qu'à la longue, bon, puisque pour la plupart tous nous allons vers la retraite, pour que nous formions désormais une association des anciens forte qui peut venir en aide aux personnes en difficulté, aux personnes qui en auront besoin. C'est en fait un peu cet esprit que l'on veut garder. On ne veut pas que l'esprit chaîne 2, c'est vrai la chaîne n'existe plus, mais les hommes sont encore là. Pour ceux qui sont encore vivants, si on peut encore garder cette cohésion, ce ne sera pas mauvais. Merci Dieudonné pour ce reportage. C'est moi. Bel exemple de cohésion. Oui, franchement, oui. À entretenir surtout. À entretenir. Gabin? Oui, on va sur les bords du Rhône où on va rencontrer les frères Apperano. Ah oui, super. Parce que l'un est ils sont tous ingénieurs. Ingénieur en robotique, l'autre ingénieur son. Artiste aussi? Artiste, oui, ingénieur son parce que derrière le son, il est artiste, chanteur, compositeur. Et c'est d'ailleurs lui qui fait les arrangements de... Le visionnaire de... Celui qui fait les arrangements musicaux de Singila. D'accord. Oui, Christian Apperano, celui que vous appelez Apollon. Apollon, oui. De son petit nom Apollon, est l'arrangeur de son de Singila. Mais là, on ne va pas parler de son, on parle de cuisine. Ouais. L'art culinaire. L'art culinaire gabonais, qui est vraiment... Du son à la cuisine. Les coupés, un délice bien de chez nous qu'on aime déguster le matin au réveil. Et donc, les frères Apperano, ils ont exporté ça, ils ont revisité du côté de la France, de l'Hexagone. Désormais, écoutez, si vous êtes... quel que soit le pays en Europe où vous êtes, vous pouvez faire votre commande.
c'est sécurisé, ça arrive tranquillement. Ah bon, vous êtes livré? Vous êtes livré à temps. Depuis Lyon? Oui, depuis Lyon. Waouh. Depuis Lyon, oui. Pardon, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ils ont envoyé des barquettes, mais on va les voir tout à l'heure. Tout à l'heure. Oui. Donc on regarde cet entretien exclusif. On va Oui. dire. Les Apérano, j'aurais dit bonjour, parce que vous êtes les enfants d'un même père et d'une même mère, comme on dit chez nous communément. Exactement. Apérano Christian, Apérano Stéphane. C'est ça. À l'origine, vous êtes ingénieur. L'un ingénieur en robotique, l'autre ingénieur son. C'est ça. À quel moment vous découvrez le talent de Cordon Bleu? Vous n'êtes pas Cordon Bleu. Je crois qu'on a découvert, on connaît les coupés-coupés depuis toujours, hein, mais on a redécouvert les coupés-coupés lors d'un séjour en Belgique chez notre grand frère, qui par surprise a préparé... Vous êtes, il faut le préciser, vous êtes des métis culturels. Votre maman est belge et papa gabonais. C'est ça. Donc notre grand frère vit en Belgique. Je connais un peu votre histoire. Ah, Dès que j'ai annoncé que vous serez nos invités à Matin Week-end, toutes les infos sont arrivées. Et donc oui, on est allé en Belgique chez notre grand frère pour un séjour de vacances et à notre grande surprise, il a préparé les coupés-coupés. C'était choquant. On était content de voir les coupés-coupés. On a goûté, c'était ça. C'était bon. Et ce jour-là, j'ai dit, après avoir mangé, plein, les idées sont arrivées, j'ai dit, je vais en faire un business. Quand j'arrive à Lyon, moi aussi, je prépare les coupés-coupés, mais je vais commercialiser ça. Tout le monde a rigolé. Ouais. Tout le monde a rigolé à table. On a dit, c'est pas possible. Personne ne va te prendre au sérieux. Qui va dire, en étant en Europe, en France ou en Belgique, dire, bon, moi, je suis ici, en Europe, je vais préparer les coupés-coupés. Donc, je suis arrivé à Lyon, j'ai fabriqué mon premier fumoir à partir d'un fût. Donc, les fûts à gasoil, là, à essence, oui. On en trouve ici. Beaucoup. Donc, je suis allé chercher en occasion. J'ai scié, découpé, voilà, j'ai transformé en fumoir. J'ai commencé mes tests. J'ai invité des amis, les amis sont venus manger, tout le monde a goûté, c'était ça, le goût des coupés-coupés. Et si je peux dire, en mieux. Et les amis des amis, ils ont vu les photos sur les réseaux sociaux, eux aussi, oh, les coupés-coupés, je veux. Et tout le monde a, donc, de bouche à oreille, les gens ont su que quelqu'un faisait les coupés-coupés à Lyon. Sauf que ce n'était pas commercialisé, c'était... Gabonais en plus. C'est ça, un Gabonais. Un métis. Culturel. Oui, mais ça, c'est important. Oui. Non, culturel. Ah ouais. On a eu une grosse polémique là-dessus, que ce sont des métis qui font les coupés-coupés. Alors qu'au pays, ce sont nos amis étrangers qui nous apportent regardez, les doigts sont propres, les mains sont propres, voilà. On fait des coupés-coupés, mais pas pour autant qu'on a les mains ou le visage noir ou de saleté ou de gras ou autre. Mais donc c'est parti de là. Et les gens, des inconnus, ont commencé à me contacter sur les réseaux sociaux. Je veux les coupés-coupés, mais je n'avais pas commercialisé les coupés-coupés. Donc j'ai dû improviser, créer une page Facebook provisoire, rapide, comme ça, pour qu'au moins les gens puissent passer commande. J'ai pris un montant au hasard, bon, pour telle quantité, voilà, je vous donne tant, etc. Et la première fois que j'ai donné rendez-vous à tout le monde, tous ceux qui voulaient des coupés-coupés, qui ont passé commande, je n'avais plus rien. En 2 heures de temps, je n'avais plus rien. Ça n'a donc pas commencé au même moment pour les deux que vous êtes? Non. Là, je ne pouvais moi-même pas imaginer que ça devait prendre cette ampleur. C'était supposé être local, avec le cercle des amis, etc. Donc moi-même, quand j'y pensais, dans la commercialisation, ce n'était pas à cette envergure. Au début, c'était un loisir. Voilà. Et je pouvais commercialiser, mais pour un entourage fixe ou une communauté fixe. Mais, sauf que ça a pris trop vite de l'ampleur. Paris s'est fâché, Marseille s'est fâché, Grenoble, Toulouse, toutes les villes, les gens de toutes les villes ont envoyé des messages. Nous aussi, on veut les couper. On fait comment? Problème. Vous êtes fait un nom. J'étais seul au début. Vous êtes fait, oui. J'étais obligé d'appeler de l'aide. C'est là, dès qu'il... Apérano Stéphane. Ça n'a pas mis du temps. J'ai été vite dépassé en matière de production, de gestion, comptabilité, tout ça. Et donc, j'ai appelé logistique. J'ai dû appeler mon frère pour qu'effectivement, il vienne m'aider à ce moment-là parce que je ne pouvais plus assumer tout ça seul.
Et donc, il est rentré dans l'équation. Dieu merci, parce que tout ce qui est l'équation à deux inconnus. C'est ça. Je n'ai pas pu gérer tout ça seul. Bon, on était 3 au total, hein, mais il y a un qui est sorti de l'équation. Parce qu'il n'était pas de votre sang? Non. Ou c'est parce qu'il ne répondait plus non, à vos aspirations? Il avait peut-être d'autres motivations par rapport à ça. Il avait une autre visibilité, une autre vision des choses qui différenciait de la nôtre. Donc, ça se fait naturellement. Et donc, on est resté à 2. Mais ça, c'était une parenthèse, parce que depuis, je parle que de lui. Donc, mais voilà, après, il y avait tout ce qui est logistique, comptabilité, expédition. C'était compliqué pour moi. Tout ce qui est chiffres, mathématiques, calculer, tout ça. Je sais compter. Hein. De toute façon, on ne pouvait pas être à la fois à la cuisine. C'est ça. Faire les calculs. C'est ça. Effectuer. Voilà, moi j'adore cuisiner. J'adore cuisiner, sortir les recettes, les plats, donner du goût, faire des tests, tout ça. Et mais tout compter l'argent, non, voilà. C'est pas votre chose. Non, on n'aime pas l'argent. De l'espèce, ça va, il apprécie. Oui. Il apprécie. Mais quand c'est par carte bancaire, quand c'est par chèque... Là, ça devient compliqué. Mais voilà, j'avais forcément besoin d'aide. Voilà. Du coup, j'arrive et puis j'étais à distance. Donc, j'habitais dans le sud-ouest de la France. Lui était à Lyon. Donc, on essayait de faire les choses un peu à distance. Tout ce que je pouvais faire, moi, de mon côté, en étant dans le sud-ouest, je le faisais. Et après, j'ai donc décidé de déménager vers Lyon pour que ce soit plus facile pour la société qui a été créée en cours de route aussi. Et du coup, on a officialisé les choses. On a ouvert la société et ensuite on a commencé à expédier, on va dire de façon formelle, dans plus de 10 villes en France. Quel est le regard des Européens, des Français en particulier? Parce que les coupés-coupés, c'est une spécialité africaine, en général, et plus particulièrement, je pense au Gabon. Ouais. Le Gabon, la sous-région de l'Afrique centrale. Quel est leur regard? On a participé à 2 événements. Donc, on va y arriver. Moi, je parle de regard. Le regard? Oui, le regard des Européens. Ils sont assez curieux. Est-ce qu'ils font partie de votre clientèle? Oui, aujourd'hui, oui. Au départ, c'était compliqué? Au départ, c'était que les Gabonais qui connaissaient le nom Coupé-Coupé. Puis, on a créé cette marque, donc Coupé-Coupé. Coupé-Coupé France, qui est une marque déposée en France. Et donc, à force de travailler sur le marketing et la communication, il y a de plus en plus d'Européens, de Français qui connaissent les coupés-coupés et qui vont aujourd'hui acheter des coupés-coupés. Vos clients ne sont pas que Gabonais. Des particuliers, non. Pas que des Gabonais, pas que des Africains. Est-ce que les entreprises commandent, les administrations commandent, font des commandes auprès de vous? Bien sûr. On a déjà fait des événements dans certaines sociétés. On a été contacté il y a quelques temps. La dernière fois, c'était dans une entreprise européenne pour organiser le buffet d'entreprise. Donc, ils ont voulu qu'on vienne, on a préparé, on est venu avec du manioc. Une entreprise européenne? Oui, une société avec plus de 100 employés. Il y avait 100 Européens, avec 2 Noirs peut-être dans le lot, mais 100 Européens qui ont commandé des coupés-coupés avec du riz rouge et du manioc. Les commentaires après? C'était excellent. On a des vidéos sur les réseaux sociaux de cet événement. Ils ont servi, resservi, ils ont demandé c'est quel goût, comment on a fait, ce genre de goût, ils n'ont pas l'habitude de manger ce genre de viande. Ils sont stupéfaits. Aujourd'hui, en France, on ne mange pas ce type de viande. Tout ce qu'on va trouver, c'est des steaks, de la viande qui a fait 2-3 minutes sur une poêle et puis c'est terminé. Donc ce goût fumé, ce parfum que la viande a, il est unique, il est propre à chez nous. Vous parlez de goût. C'est quoi la particularité justement de votre viande là? Il y a quoi derrière? Alors, qu'est-ce que vous en mettez? Déjà la qualité de la viande dans un premier temps. Nous au pays on aurait dit bon il y a le cube, mais je ne voudrais pas en parler, je ne voudrais pas faire de la publicité. Qu'est-ce que c'est le cube? Non, je n'en parle pas. Nous, on parle de cube. Un cube c'est une forme carrée, géométrique. Ah voilà. D'accord, je ne connais pas. Je connaissais pas. Bon, le cube culinairement, le cube non. Vous ne l'utilisez pas? Non. Tout ce qu'on utilise est totalement bio et naturel. C'est surveillé justement, parlant de sécurité. Ah oui. C'est surveillé. Moi, j'ai dû faire par la suite une formation alimentaire
j'ai un certificat qui prouve que j'ai toutes les normes, j'ai tout le suivi pour la formation alimentaire, savoir comment conserver la viande, comment nettoyer, comment, voilà. Parce que c'est pas juste dire, comme à la maison, on nettoie ou on laisse dormir la viande 2 jours dehors, ou voilà. Il y a un schéma bien spécifique à suivre concernant la conservation donc, du produit, ou ce dont on parle le plus souvent ici, la chaîne du froid, partout d'ailleurs, qu'il ne faut pas rompre, etc. Donc il y a tout un suivi très strict qui est fait par rapport à ça, qui a été acquis par la formation, parce que sans formation, c'est un peu compliqué de partir sur les dits, les on-dit, ou les mythes, ou voilà. Et oui, c'est suivi. Nous, après, bon. Pour revenir à la question, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Déjà la viande. La viande, c'est une viande d'extrême qualité, c'est une viande charolaise, donc c'est un type de viande qui est très prisé en France, et qui est primée en matière de qualité pour justement la façon dont voilà, elles ont été élevées, ce qu'elles ont mangé, etc., etc. Donc nous, on est déjà sur une viande qui est assez première. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a une viande de steak vendue dans 5 restaurants différents n'ont pas le même goût. Chaque chef a sa spécialité et la cuit peut-être différemment. Au final, on reconnaît le goût du bœuf et du steak qui a été grillé sur la poêle, mais le goût, la texture ou la tendresse restent différentes. Et c'est là où nous, on s'est démarqué par la tendresse de la viande, l'assaisonnement qui est assez spécifique, parce que le goût des coupés y est, ça, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, c'est ce qu'il y a derrière, le petit plus qui fait que si une autre personne dit je fais les coupés, c'est pas pareil. Tout vient de la cuisson. On a une cuisson qui dure énormément, on prend le temps de faire mariner la viande, on prend le temps d'assaisonner comme il faut, on prend le temps de faire cuire avec le temps qu'il faut et petite anecdote ou pas, des bois différents, des bois spécifiques. Je l'ai ressenti. C'est pas, voilà. Ressenti lorsque nous préparions cette émission, lorsque vous m'avez offert 2 barquettes, j'ai ressenti le goût d'un certain bois. Allez chercher, peut-être c'est du bois de manguier, peut-être c'est du bois de... Peut-être c'est le koumé ou l'iboga, je ne sais pas, mais, voilà, à vous de décider ce que c'est, mais voilà, ça fait partie de notre secret, on mixe justement dans notre cuisson, bois, charbon, peut-être feuillage, je ne sais pas, ça reste un secret. Vous avez participé à plusieurs manifestations. Ça. On a été invité au Lyon Street Food. Depuis 2 ans de création. Depuis, oui, 2 ans en mars. En mars, ça fera 2 ans. Du coup, en moins de 2 ans, on a été invité à différents événements. On a fait le Lyon Street Food Festival, donc qui est un très gros événement à Lyon et même en France. C'est le plus gros événement culinaire, le plus gros festival culinaire qui a lieu en France. C'est la Lyon Street Food. Donc ça regroupe à peu près 130 chefs, donc, dont des chefs étoilés, etc. Et il y a plus de 35 000 personnes, festivaliers, qui sont présents. Et donc lors de ces événements, on a été invités les 2 dernières éditions. Donc à cause du Covid, il n'y avait pas d'autres éditions avant. Et on a fini extrêmement bien placé au niveau des ventes. Donc, il y avait un classement après. Oui, il y a toujours le classement. On veut savoir qui a vendu le plus. Les chefs veulent savoir qui a vendu mieux que moi. Voilà. Et vous faites partie du top 5. La première année, on était dans le top 3, avec des pâtissiers devant nous. Je suis obligé d'ouvrir juste la 5 quand même. Ah oui. 1 à 5, vous êtes là au milieu. Voilà. Ça a rapporté beaucoup d'argent. La deuxième participation, on était 4e en ayant fait 2 jours du festival. Non, 5e, et on n'a fait que 2 jours sur les 4 jours. Voilà. Ça a rapporté beaucoup d'argent. Bon, ça rapporte. Un peu. Après, on a des charges. On a des charges, que ce soit dans l'événement, dans... Vous vivez tranquillement aujourd'hui en France. On peut dire que vous ne vous plaignez pas. Non, on ne va pas se plaindre. On ne peut pas se plaindre. Il y a des gens qui... On ne peut pas se plaindre, mais on ne peut pas se contenter de ce qu'on a. Sinon, on ne serait pas allé vendre à Paris, à Marseille, à Grenoble. C'est devenu un métier pour vous. C'est un métier, c'est pas que c'est devenu. Ça a toujours été un métier. Si vous voulez... C'est juste qu'il n'est pas valorisé. Il n'est pas valorisé. Au Gabon, il n'est pas là. C'est exactement ça. C'est différent. Au Gabon, il n'est pas valorisé. Ici, en France, tout ce qui est culinaire est mis en avant, mais d'une manière assez étonnante.
Et que ce soit des Africains ou des Européens ou autres, quand c'est culinaire, c'est mis en avant. Et tout ce qui touche à la cuisine, quand c'est bon, ça marche. Quand ça marche, il y a un peu d'argent qui rentre. Un peu, pas beaucoup, hein, mais oui, d'accord. Avant de vous retrouver sur site demain, parce que là, il est 19h, vous sortez d'autres occupations, raison pour laquelle nous avons réalisé cette interview là maintenant. Demain, je vous retrouve sur le terrain pour voir comment ça se passe. Je voudrais vous poser une dernière question. Jusqu'où comptez-vous aller? Alors, aujourd'hui, on vend des coupés donc, dans toute l'Europe. Les gens peuvent commander sur un site internet et être livrés le lendemain. Les gens peuvent aller en boutique en acheter. On a 10 points de vente en France, donc à Toulouse, Bordeaux, Montpellier. Voilà, on est présent à Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Marseille, Lille, Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand, Nantes, Strasbourg, Paris, l'Île-de-France et peut-être que j'en oublie, je ne sais pas, à Pau aussi. Et du coup, si on n'est pas présent, si on n'a pas une boutique, un point de vente dans ces villes, vous pouvez commander sur notre site internet. Et voilà, vous êtes livré le lendemain avant 13h. Peu importe où vous habitez en France. Et c'est aussi possible de commander. Vous habitez en Angleterre, en Italie, en Espagne, dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. Vous êtes aussi livré sous 48 heures. Sont assurés. Oui. C'est livraison à 3 degrés. Nous travaillons avec un transporteur qui est agréé justement pour transporter les colis frais. Alimentaires à 3 degrés. Donc quand ils viennent chercher, et parce qu'ils viennent chercher à domicile, ils viennent chercher, on sort de notre chambre froide du frigo en fonction du type d'expédition qui a été pris. Et c'est envoyé frais, ça rentre dans le camion frais, ça voyage frais, ça arrive dans le pays frais, en moins de 24 heures. Sachant que nous conservons nos produits donc, à 3 degrés et sous vide, parce que ce n'est pas juste conservé à 3 degrés, mais sous vide, qui rallonge l'espérance de vie d'un produit alimentaire de 2 semaines environ, de 10 jours à 12 jours, si c'est mis à température ambiante. Donc nous, c'est conservé à 3 degrés sous vide pour conserver donc, pour conserver donc, le produit dans sa qualité et surtout l'odeur, le goût. Quand on met sous vide, après une cuisson directement, tout reste. Quand on ouvre le paquet et qu'on chauffe, le fumet ressort automatiquement. Aperano Christian, Aperano Stéphane, on se retrouve demain sur le site de cuisson. C'est ça, ouais. Donc, faut venir après, pas quand on commence, pour ne pas avoir nos secrets. Hein. Vous venez peut-être, allez, on va dire, vu que la cuisson dure 7 heures, on va vous appeler ou on vient vous chercher environ peut-être 4 heures ou 5 heures après la cuisson. Quand tout est déjà au feu, là on vient. Sinon là, c'est à cette seule condition qu'on peut accepter que vous veniez sur notre site de cuisson. Je ne pourrais pas rester chez vous 7 heures de temps. Hein. Ah bah oui, ah oui. Bon après, donc, on a des palmiers. Que la cuisson... On a des palmiers qu'on a abattus sur le site de cuisson. Il y a les palmiers là. Ah ouais, on a abattu le vin de palme. Ah, je n'ai pas dit de vin de palme. J'ai dit on a juste abattu des palmiers, c'est tout. Juste à titre d'information, c'est tout. Non, c'est demain. Demain on vous attend et vous allez voir un peu du coup notre fumoir et vous allez goûter aussi la viande lorsqu'elle sort du fumoir. Je vous dis alors. Ne te colle pas trop, hein, parce que... ouais. Si je peux me salir. Ah, ok. Ok, d'accord. Ici que se passe la cuisson, il y a la fumée, il y a tout ça. C'est ça. C'est ça. Donc là, bon, évidemment... Vous n'avez pas voulu que je vienne depuis le matin? Non, écoute... C'est à cause de la météo et tout ça, donc là, on est vraiment en fin de cuisson. Il y avait un peu de pluie, on ne voulait pas que tu aies encore froid là-bas. Avec le climat, tout ça, les gouttes, non. On a préféré que tu viennes à la fin pour voir le résultat, parce qu'on est là, ça fait 7 à 8 heures qu'on est là maintenant. Maintenant, on se tutoie, hein. On s'est familiarisé. Ah, on s'est tutoyé. Bah oui, sûr, oui, effectivement. Voilà. Je vais emporter avec moi un gigot. Oui, c'est une belle couleur. Hein. Ça prend combien de temps? Vous avez commencé depuis quelle heure? Parce que vous ne vouliez pas que je vienne ici le matin. On a récupéré la viande à 10h. Il est 17h30. Et dans le fumoir depuis 11h du matin. Il est quelle heure? Il est presque 17h30. Voilà. Donc depuis 11h, elle est dans le fumoir. Depuis 11h, c'est ici. Ce n'est pas trop. On a mariné, non? Le temps de durée, la durée, je veux dire. Non, ça n'est pas grillé. C'est fumé. Il ne faut pas que ce soit brûlé. Découpe-moi encore. Il faut vraiment que la viande prenne le temps de cuire. Et là, ça doit être bien. Hein. Elle est tendre, juteuse. Ça doit être bonne avec le manioc téké là. Ah oui, le bon piment.
On n'oublie pas tout ça là, le On est piment. obligé d'avoir les gants. Je suis obligé de porter les Oui, pour des mesures d'hygiène. gants. Toi, tu as à côté de toi une bière, une régable. Ah oui. Une petite faut consommer local. Faut consommer le calme. Quand on peut, on le fait, toujours. Surtout, vous consommez local. Vous, les Gabonais, vraiment. Elle nous suit partout, elle nous suit partout. Mais écoutez, les gars. Ben, merci d'abord. Félicitations encore pour ce que vous faites. Et ça part en ville comment? Comment vous faites? Voilà, une fois que c'est terminé, on a des bacs gastro faits pour transporter la viande. On va maintenant les bacs gastro et attendre que la température, ça arrive à température ambiante. Une fois que ça arrive à température ambiante, on va tout découper. On va peser, mettre en barquette, mettre sous vide, conditionner et mettre au frais. Et le lendemain, directement, ça part dans toutes les villes, là où ça doit partir. Je répète encore, félicitations pour ce que vous faites et surtout bonne continuation. Merci beaucoup. Merci Franchement, beaucoup. Merci à toi Gabon d'avoir fait le déplacement. Merci à Gabon Télévision. Et... Ça c'est la politique. Hein. Non, c'est pas la politique. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est de la courtoisie. Merci à Gabon Télévision. Merci à toi Gabon d'être venu, de nous avoir permis vous le méritez, d'expliquer tout ce qu'on fait. Vous le méritez. Moi je tiens à dire donc voilà. Ici on va goûter les coupés. Vous, je ne sais pas si vous allez goûter. Peut-être que demain vous allez faire un hold-up dans le quartier. C'est jugolade, je vais l'emporter avec moi. Il est bien rosé, hein. Ouais. Oui, bien. Vous pourrez me faire un paquet. Ah je oui, vais oui. l'amener au Gabon. Ah oui, on Oui, peut mettre bien sous vide, sûr, bien tout sûr. conditionné. Oui, Même à air ambiant, ça va tenir tout Oui. le vol sans problème. d'accord. Ok. Voilà. Histoire Merci les gars. qu'il n'y ait pas trop de jalousie avec les collègues. là. Oui. Oui. Merci les gars. Merci. à Merci beaucoup. vous. Bonne Pas de chose. souci. Bon vent encore. On peut dire que ses compatriotes sont la fierté nationale. Oui, Parce que les frères Apérano sont une représentent- fierté nationale aujourd'hui au regard Oui. du nombre de vues de ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, au regard du nombre d'invitations. Là, tout récemment, ils ont été invités, je pense qu'on appelle le CIRAD, c'est le salon de la cuisine, où tous les grands chefs se retrouvent à Ouais. Lyon. Et ils ont été invités justement pour ils pour ont une fait- prestation. Ils ont fait partie, comme il disait dans le reportage, des premiers. Oui, lors des les premières organisations Ouais. de ce salon, ils Parmi faisaient partie les- du top 5. Top 5. ouais. Première fois, ils étaient parmi les 5 premiers. Je pense la deuxième fois, ils ont été les 3e. Donc, il faut dire que c'est une Wow. fierté Et nationale. avec les coupés. Les coupés. Et c'est D'ailleurs, parti d'une ville. d'ailleurs, Oui. aujourd'hui, ils en font un métier. C'est devenu, C'est devenu une entre autres, entreprise. une entreprise, une marque. Une marque déposée. Coupé France est une marque déposée. Oui. Donc, vous comprenez que ce sont des compatriotes dans leur secteur d'activité qui font honneur au pays. Et c'est très bien déjà si le coupé est importé. Lorsqu'on voit comment les gens se bousculent en début de week-end, parce que généralement la veille, certains ont un peu abusé à lever le coude. Donc vous pouvez voir le samedi matin par exemple devant la queue devant tous les coupistes, on dit ça comme ça. Ben, si ça a été exporté là-bas. Moi, j'aurais dit coupé, c'est une nourriture de première nécessité chez nous. Hein. Non, c'est vrai. Mais c'est donc Non, mais c'est vrai. toutes les provinces du Gabon. Du pays. C'est une nourriture de première nécessité chez nous. Nous, quand on allait au cinéma au Gabon les années 80, si tu n'as pas goûté au coupé juste derrière la salle de cinéma, écoute, tu n'es pas tranquille. Hein. Parce que c'est pas les oiseaux et puis les ngamundele, parce que ça c'est venu du Congo-Brazzaville, je crois. Les ngamundele, oui, c'est la viande séchée à l'époque. Et puis nos frères de l'Afrique de l'Ouest nous ont amené les coupés aujourd'hui, qui deviennent une propriété gabonaise. Made in Gabon. C'est super ça, bravo les gars. Et tu as goûté? C'est un goût particulier, ça change de ce. Oui, mais je voulais dire à l'entame que à chaque fois lorsqu'ils m'offraient, quand on s'est rencontrés, ils m'offraient 1, 2, 3 barquettes. Quand j'arrivais à la maison, les enfants ne voulaient plus préparer parce que dès qu'ils avaient goûté, c'était... Révolutionner la technique. Hein, ils n'ont pas voulu ne pas de cuisson. Parce que ça dépend aussi du bois. Du bois de cuisson, le bois qu'ils utilisent pour le préparer, je pense. Mais il faut aussi que la viande soit tendre. Bon. On dit dans le reportage, la viande est de bonne qualité. On blague, en France, on ne blague pas avec tout ce qui est alimentation. Je leur ai posé la question, est-ce qu'au niveau sanitaire, oui, tout est réglé. Tout est réglé, il n'y a aucun souci là-dessus. Merci beaucoup pour cette partie. Et quand on revient à Libreville. On revient à Libreville. Oui. On va parler
de littérature. De littérature. Oui, avec Dorlan Chancelier Olengue. L'auteur du Petit Grand, aujourd'hui Ntiaï. Tian. Oui. Les orphelins, c'est vrai, on parle de la protection de la veuve, mais là, pour le cas de cet ouvrage, on devrait plutôt parler de la protection du veuf, dont on en parle moins. Oh là là! Oui, je pense qu'il a repris les activités. Vous savez que nous sommes pas loin de la voie ferrée et les trains sont en mouvement. Et là, c'est un veuf qui a été spolié de ses enfants au motif qu'il ne les avait pas reconnus du vivant de sa concubine. Il n'avait pas épousé la maman de ses enfants. Mais c'est une fiction. Et on regarde le reportage et on revient tout de suite après. C'est parti. Dorlan Olengue, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors après... Monsieur Gabé Atiga, que j'apprécie beaucoup. Oh, merci, merci. Après l'histoire de Petit Grand, oui, vous venez de commettre un autre ouvrage, Ntiaï. Tout à fait. Vous êtes très prolixe. En moins d'un an, vous avez sorti 2 ouvrages. Bon, si vous le dites, je l'accepte. Mais sinon, c'est vrai qu'on est quelque part rentré dans l'histoire du Gabon parce que, au regard de l'histoire, nous sommes les premiers... Au regard de l'histoire de Petit Grand? Non, au regard de l'histoire de la littérature gabonaise, nous sommes les premiers, dès l'entame, à écrire comme ça 3 livres. Mais sinon, il y a des écrivains expérimentés qui écrivent déjà, après avoir été initiés au bain, écrivent comme ça 3 livres, notamment la présidente de l'UNEG, l'Union nationale des écrivains du Gabon, Madame Pulchéry. Quel est le regard justement de vos collègues écrivains après celui-ci, après le premier, le Petit Grand? Vous savez, lorsque vous écrivez le premier livre, on se dit tiens, c'est un coup d'essai, il ne va pas aller loin. Tout le monde, même votre entourage d'ailleurs. Et du coup, vous écrivez le deuxième, on se dit oui, donc c'est sérieux. Le troisième, et le regard n'est qu'admirateur et beaucoup me félicitent. Et je ne peux pas m'arrêter là parce que la vie de l'homme, lorsque vous vous satisfaisez de ce que vous faites, vous ne pouvez plus avancer dans la vie. Donc je ne suis même pas... Donc vous êtes à la recherche perpétuelle de la perfection. Tout à fait. Écriture. Je ne suis même pas encore satisfait de ce que je fais. Donc je dirais que justement, je vais travailler davantage. J'aimerais être l'un des meilleurs écrivains du Gabon si Dieu le permet, et sinon si la vie nous laisse. Que Dieu vous entende et que ça se réalise. Merci. L'histoire de Ntiaï, c'est quoi Ntiaï? Bon, Ntiaï, c'est une... Vous l'avez écrit en 14 chapitres? Oui, 14 chapitres. Ntiaï, c'est l'orphelin en langue téké. Ntiaï veut dire... Une histoire réelle? Le Gabon, je sais qu'on peut faire dans l'imagination en ce qui concerne la littérature, mais le Gabon a tellement de problèmes, tellement de situations qui demandent l'intervention des écrivains, des scientifiques, que pour le moment j'écris des choses vécues, choses entendues ou choses vues. Voici mon trixit, choses vécues, entendues et vues. Votre trixit, alors Ntiaï, de quoi s'agit-il? Je n'ai pas eu l'occasion de le lire, je prendrai le temps pour le lire. De quoi s'agit-il? Ntiaï, c'est comme je dis, une orpheline qui est une jeune fille qui est très tôt orpheline, de mère d'abord, parce que c'est la mère qui commence à mourir, tuée par sa propre petite sœur, par jalousie, parce qu'elle voudrait... Vous aimez les histoires dramatiques dans vos écrits? Bon, est-ce que c'est moi qui aime les histoires dramatiques ou c'est le Gabon qui a tellement d'histoires dramatiques? Je ne sais pas, mais sinon je pense que notre pays il est parfois alimenté par les faits divers qui peuvent inspirer l'écrivain que je suis. Et justement, je ne vais pas parler des histoires dramatiques, je vais parler de peindre la réalité de ma société, les mots qui minent ma société. Aujourd'hui, on prend le cas des orphelins. Je prends un cas comme ça. Vous pouvez faire les 9 provinces du Gabon, vous ne verrez pas l'orphelinat construit par l'État. Il n'existe que des orphelinats pour l'État, je crois 1 ou 2 comme ça au niveau des Libreville. Est-ce que l'État s'intéresse réellement à la question de venir en aide aux personnes démunies? Si, je peux répondre si. Si vous répondez, si vous avez justement vos arguments. Mais je ne vais pas les étaler ici. À l'aune de mes enquêtes, non. Donc du coup, les enfants qui sont au Yem, orphelins, parfois, on va dire quoi, démunis, ils font quoi? Ils vivent où? Ils vivent dans les rues, à Tibanga, à Koulamoutou, à Franceville, ils vivent où? Et quel est le comportement, quel est le regard de la société sur ces enfants-là? Parfois,
ils sont source de railleries. Et moi, je suis parti de ce constat parce que, comme je disais, quand j'écris sur les choses vues, entendues et vécues. Je pars de ce constat pour essayer d'interpeller d'abord l'homme en tant qu'être humain qui est au contact perpétuel de ces enfants-là. Ensuite, l'État. Quels sont les mécanismes? Parce qu'après, dans le livre, je fais intervenir une situation, on va dire c'est une imagination, où l'État intervient. C'est une façon de dire, voici comment l'État peut agir face à de telles situations. C'est une piste de solution que vous donnez au pouvoir public. Donc, Ntiaï, par contre, il y a une autre dimension de Ntiaï. Il y a une dimension première d'interpellation des pouvoirs publics, des personnes qui sont en contact, de personnes démunies, des orphelins, et de l'interpellation aussi parce que l'homme en soi, c'est un être égoïste. L'homme en soi, c'est un homme... On va laisser passer. Oui, allez-y. L'homme en soi, c'est un être d'intérêt, vous voyez. Donc, du coup, il faut faire attention à l'homme. En ce sens-là qu'il est rusé, il est doué de conscience. Donc, il est mieux d'avoir affaire à un lion qu'avoir affaire à un homme. Ça, c'est une image. Donc, du coup, imaginez, vous prenez votre petite sœur comme fut Otima, la mère d'Ntiaï, parce que vous voulez l'aider, et elle arrive dans votre maison, elle tombe amoureuse de votre mari, et elle est désormais jalouse de vous. Elle vous ôte la vie. Donc, après, elle fait souffrir vos enfants, au point où deux meurent, parce que je parle d'Ntiaï, mais dedans, il y a deux qui meurent. L'un, on frotte le piment au corps, on laisse dehors l'enfant au petit matin n'existe plus. Et vous êtes sans ignorer, comme pouvait dire Pascal, l'être humain est l'animal le plus faible de la nature. Il est fort en ce qu'il est conscient. Parce que si vous prenez une petite gazelle aujourd'hui d'1 mois, elle peut dormir dehors, elle peut même perdre sa mère, elle va survivre. Mais vous prenez un humain, même si c'est 3 mois, vous l'abandonnez dehors, le lendemain il va mourir. C'est ça l'homme. Maintenant, l'autre dimension, c'est dire que lorsque Otima meurt, donc mère d'Ntiaï, on refuse les enfants au père, au diri. Est-ce que vous voyez la dimension, la spoliation des hommes dans notre société? Ça, on n'en parle pas. On n'en prend pas compte, on n'en parle pas. On parle juste de... qui vous intéresse, la spoliation des familles. Mais là, c'est des hommes. Là, c'est des hommes. Des familles, oui. Moi, j'aimerais voir une société qui tient compte de tout être humain, de toute dimension et qui vit selon toute vertu. Donc, si la femme est maltraitée, je dénonce. Si c'est l'homme qui est maltraité, vous dénoncez également. Tout à fait. Donc, c'est le cas dans Ntiaï. Dans Ntiaï, c'est l'homme qui se voit refuser ses propres enfants parce que il n'a pas épousé la mère avant la mort de celle-ci. Et on va lui demander comme ça de marier la mort. Il va dire non, c'est impossible, je ne peux pas le faire. Et du coup, sur cette base-là, les enfants lui seront retirés. Tout simplement. On lui dira que bon, et comme tu n'as pas encore marié notre fille, on ne te connaît pas. C'est ça le mot. On ne te connaît pas. Mais pour vous, c'est quoi la piste de solution quand on est devant ce type de cas? Devant les types de... Moi, je pense que l'on marie ou pas une femme, nous sommes responsables de nos enfants et non quelqu'un d'autre. Parce qu'après, Odiri, lui, il aurait perdu 2 trésors. Sa femme, ses enfants. Et il va se suicider. Voilà un enfant qui va... Une histoire tragique. Il y a un enfant qui va devenir orphelin de mère et de père sur d'abord la méchanceté de la société, ensuite sur les pratiques qu'on refuse de révolutionner, traditionnelles. Et donc, à ce niveau, l'idéal serait que le père soit le père de ses enfants, qu'il ait marié sa femme ou pas. Qu'il récupère ses enfants. Qu'il récupère ses enfants, qu'il les garde, parce qu'il est mieux placé pour garder ses enfants que quelqu'un d'autre. Alors, ce livre va être aussi mis dans le circuit de l'éducation nationale, comme ce fut le cas pour l'histoire de Petit Grand. Bon, on va le proposer, on va y suivre le même mécanisme parce qu'on s'est dit... Parce que celui-là, il a été pris... oui, et celui-ci, il est désormais au programme national pour les classes de 3e. Et en ce moment, il connaît un grand succès, les stocks sont même épuisés. On en demande, la demande est plus grande que... C'est après notre reportage? Oui, après notre reportage, tout à fait. On va dire que vous portez chance. Donc, là, je dirais même que Ntiaï sera au programme vu qu'on vient en reportage une fois de plus et que l'émission me porte chance encore. Ça me fera du bien. On va décortiquer Ntiaï
très prochainement, enfin plus en profondeur, pour une prochaine émission. D'accord, pas de souci. Dorlan Olengue, oui. Matin Week-end vous dit merci. C'est moi qui vous remercie, M. Gabé Atiga. Peut-être un mot à l'endroit de ceux qui... Bon, à l'endroit de mes lecteurs, à l'endroit de ceux qui me regardent, et ceux qui souhaitent obtenir le livre, déjà, vous pouvez l'avoir au Gabon ou ailleurs via Amazon. Il y a un lien. Vous cliquez mon nom, Dorlan Chancelier Olengue, sur Amazon. On vous offre tous mes livres, vous pouvez les acheter en ligne. Pour ceux qui sont du Gabon, vous pouvez les avoir à la maison de la presse, aux bibliothèques au niveau de la gare routière, au niveau de l'université Omar Bongo Niva, ou auprès de moi-même. Près de moi-même. Vous êtes producteur, éditeur. Vous êtes éditeur et revendeur. Excusez-moi, c'est la voiture en face qui m'embrouille un peu. Donc vous disiez. Bon, je suis auteur. Donc l'édition, ma maison d'édition actuelle, c'est Symphonia. Donc je suis auteur et vendeur de mes propres livres parce que je produis à mon propre compte. Donc produire à son compte revient à dire que j'écris, je mets à la maison d'édition qui met en place un collège scientifique pour analyser la scientificité du livre. Dès qu'il est validé, ils vont corriger, ils vont éditer et ensuite, pour corriger, c'est vous-même qui payez. Pour éditer, c'est vous-même qui payez. Et pour avoir les exemplaires de livres, c'est encore vous-même qui payez. Donc c'est vous-même qui définissez les mécanismes de vente de votre livre. Or, lorsque c'est édité, c'est un livre qui n'est pas édité au compte de l'auteur, mais plutôt au compte de la maison d'édition. C'est la maison d'édition qui gère le processus. Il édite et il dispose le livre. Or, au Gabon, on a la difficulté d'avoir une maison d'édition qui accepte d'éditer à son compte parce que, soit disant... Ça fera l'objet d'une autre discussion, d'un autre entretien. Chancelier Olengue Dorlan. Merci, Monsieur Gabé Atiga. Merci et bien de choses. C'est moi qui vous remercie. Après le reportage de Dieudonné et de Gabin, place au regard de Saint-Michel, bien sûr. Bonjour Saint-Michel. Bonjour Fabiola. Comment vas-tu? Très bien. La chaîne de dissoute à la suite des réformes du secteur audiovisuel public, les anciennes de cette chaîne se sont retrouvées autour de deux de leurs anciens DG. C'est déjà une très bonne initiative parce que au-delà de la dynamique professionnelle, il y a l'esprit de famille. Je dis, c'est comme un mouvement associatif. Il faut toujours préserver les liens, quels que soient les couloirs des uns et les autres. Et je crois que c'est aussi un modèle de dynamique en entreprise. C'est-à-dire que, bon, même si la chaîne 2 est dissoute, d'autres sont en retraite, il y en a qui sont décédés. Cet esprit de famille, cet esprit de groupe peut constituer, à mon avis, un prolongement pour la sérénité de l'univers audiovisuel. Parce qu'il faut voir qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises comme ça où après la dissolution, on pense à se retrouver. Ça voudrait dire qu'il y a eu non seulement l'esprit de travail, la conscience professionnelle, mais une famille est née. Et c'est pourquoi ces relations, il faut les pérenniser. Et c'est comme Jésus, on vous parle autour du repas. Et c'est souvent autour d'un agapé que ces liens se fédèrent davantage. Vivement que d'autres structures prennent le relais, parce que derrière cette vie professionnelle, non seulement la vie familiale, mais nos enfants nous regardent aussi, qui ne dit pas que demain, les enfants de ceux qui ont servi, peut-être serviraient dans la même administration. D'un sujet à un autre, le reportage de Gabin, Apirano et les coupés en France. Alors, vraiment, j'ai envie d'applaudir parce que c'est tellement extraordinaire. Alors, les coupés en France, je vais dire, c'est notre histoire. Comme par hasard, le prolongement de notre art culinaire. Les coupés en France, c'est aussi notre savoir qui se vend. Et puis, les coupés en France, pour moi, c'est une façon aussi de magnifier nos valeurs. Qu'est-ce que ça vous fait de manger des coupés en France d'un Gabonais? Alors, vous imaginez un Gabonais en France qui mange les coupés préparés par des Gabonais en France. En plus de ça. Vous voyagez sans vous déplacer. Ça voudrait dire quoi? Que si je suis en France, je mange les coupés, je vais me retrouver au marché d'Atchougou à Oyem, je vais me retrouver
en Djolé, je veux me retrouver à Potos, à Franceville, je veux me retrouver au quartier chic, à Port-Gentil, parce que derrière les coupés-coupés, il y a toute une histoire. Vous savez, c'est extraordinaire, c'est des éléments qui sont difficiles à expliquer. Les coupés-coupés, c'est nous. Les coupés-coupés, c'est nous, c'est une partie de nous. Et je crois que non seulement c'est le Gabon qui se vend, mais ayons aussi la fierté et l'honnêteté d'encourager ces jeunes-là qui vendent le Gabon autrement. Coupé-coupé, une histoire, un souvenir? Alors, coupé-coupé, une histoire, un souvenir, oui. Coupé-coupé, c'était la solution à la galère. Parce que déjà, au lycée, dans certaines familles, on ne mangeait qu'une seule fois, à 16 heures. Et après les cours, souvent les élèves allaient à la pêche. Avec cet argent, on pouvait donc ne plus attendre le repas de 16 heures, manger les coupés-coupés à midi. Les coupés-coupés, doit-on en faire un métier? Oui, comme ils l'ont dit dans le reportage, il faut en faire un métier et l'entourer de toutes les sécurités possibles. Parce que ce secteur qui semble un secteur négligé, il faudrait déjà le récupérer. Et je milite pour une gabonisation de ce secteur avec toutes les garanties, toute la sécurité, soutenir en termes de projets ou de micro-projets, parce que, comme on le dit souvent, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut. Et le modèle Aperano est une véritable école qui devait servir à tous les Gabonais. Et pour terminer, Saint-Michel, le livre. Au sujet du livre, il s'agit pas ici de la spoliation de la veuve et de l'orphelin, mais de la spoliation du veuf. Parce que dans nos pratiques au quotidien, il arrive que l'on interdise, par exemple, à un homme de voir ses enfants parce qu'il s'est montré indélicat, dans le cas où il n'a pas, par exemple, épousé, on va dire, sa concubine. Alors, est-ce que de telles pratiques, on doit les perpétuer? Comment les regarder? Tout simplement que autant on a un regard bien particulier sur la veuve, autant ce serait aussi important qu'on prenne en compte le statut du veuf, parce qu'il y a également des abus au sujet des veufs qui sont souvent abandonnés à eux-mêmes, qui n'ont plus le droit de s'émouvoir dans l'espace familial. Et autant il faut aussi avouer que certaines de nos pratiques deviennent un peu rébarbatives parce que le monde évolue. Est-ce qu'on doit évoluer avec la société? Je pose la question comme ça. Mais beaucoup pensent qu'il n'y a que la veuve qui est souvent, je vais dire, insultée. Non, beaucoup des hommes souffrent de l'absence de leur conjoint, souffrent aussi de certaines privations dans les fréquentations envers les enfants, parce qu'il y en a qui estiment qu'une dot suit la dot, et que si vous n'avez pas versé une dot pour, je vais dire, les parents de votre épouse, mais oui, vous n'avez plus droit à certaines prérogatives. Donc il nous revient aussi de revisiter cette façon de faire. Et le livre du professeur, je crois que sonne comme un glas qu'il faut prendre au sérieux. Malheureusement, aujourd'hui, avec Internet, les enfants ne vont plus vers les livres. Et comme disait le père Paul Barbé-Solo, il faut inciter le monde à lire parce que la vie est dans les livres et que nos CDI doivent fonctionner comme à l'ancien temps où les heures de permanence étaient réservées à la lecture. Mais vivement que l'on mette au programme dans nos écoles davantage le livre gabonais. Parce que derrière le livre gabonais, il y a non seulement notre histoire, nos valeurs civilisationnelles, mais surtout la rigueur de nos traditions. Espérons aussi que les parlementaires liront ce livre, qu'ils se penchent aussi du côté des hommes. Merci Saint-Michel. Merci Fabiola. Bon week-end à toi. Alors, je constate que nous sommes de très bons patriotes parce que tu portes le vert et le jaune et curieusement, je suis en bleu. Comme quoi, nous sommes sur la terre de nos ancêtres et il y a bel et bien l'unité nationale. Vive le drapeau. Vive le drapeau. Tout à l'heure, autour d'un koumou au foulard, au coupé offert par Gabin. Ah bon? Bien sûr. J'aimerais bien débuter. Matin Week-end s'achemine bientôt vers sa fin, mais avant de vous quitter, place au clin d'œil culturel de Papa Kumambola. Aujourd'hui, on parle de bon voisinage.
Aujourd'hui, nous allons parler du bon voisinage. Je suis votre voisin. Comment faire pour que vous et moi, nous soyons en bon terme? Bon voisinage. Le voisin est quelqu'un qui fait partie de votre famille. Le voisin est celui avec qui vous partagez pratiquement tout au quotidien. Et il y a des gestes pour affermir vos liens de bon voisinage. Ne plus que le bonjour, le sourire le matin. Savoir comment l'autre a dormi. Nous remarquons, pour ceux qui vivent en ville, le bonjour est accidentel. Alors que chez nous au village, le matin, celui qui se levait avant va vers celui qui est encore au lit ou qui est encore occupé à faire des tâches ménagères pour lui dire bonjour. Warumboure. Ça c'est en Balumbu. Maramboua Sambapounou. Wakotoke Sanvili. Ainsi de suite. Et là, l'autre est heureux de savoir qu'il est aux attentions. Savoir comment il a dormi. Et quand l'un en a, l'autre en a aussi. Mais tout n'est pas que parfait dans le voisinage. Il y a des moments où on peut se disputer. Mais quelle est l'attitude à avoir pour pouvoir résorber ce genre de problème? Tout est à résoudre. Jamais en découdre. Et là, la fois dernière, on a regardé, on a vu des aspects de la vie communautaire. Et voilà, enseignement. C'est là où il y a l'humilité. Parce que l'autre qui ne se comporte pas bien selon vous n'est pas à condamner. On ne lui fait pas un reproche. On lui fait une remarque. Il y a une différence. Faire remarquer à l'autre que ce qu'il a fait n'est pas bien, que ça t'indispose, ce n'est pas un reproche. Parce que reprocher quelque chose à l'autre, c'est comme si vous êtes exempt d'un comportement pareil. Il peut arriver que vous le fassiez sans vous rendre compte. Et donc, faites remarquer à l'autre, peut-être qu'il ne se rend pas compte, que ce que vous faites m'indispose. Et là, il n'y a pas de passion, ça va mieux. Dans notre culture, on a un proverbe qui dit « Lorsque l'enfant est dans le ventre, il appartient à la personne qui porte. Mais lorsqu'il sort, il devient l'enfant de toute la communauté. » Au village, l'enfant qui naît là, n'est pas l'enfant de la maison, l'enfant de tout le village, même de toute la communauté. S'il a un comportement blâmable, vous n'avez pas à vous fatiguer. Le parent au bout du village s'occupe de l'enfant, donne la correction qu'il faut. Et si l'enfant vient en pleurant à la maison, eh ben, c'est une erreur pour lui. Parce que se plaignant de ce qu'il a fait là-bas, qui l'a emmené à être corrigé, le parent le fera encore un peu plus. Parce que celui qui est au bout du village va peut-être corriger avec l'idée que ce n'est pas le mien, même si c'est l'enfant du voisin. Je fais attention à ne pas lui faire mal. Mais celui qui est le propriétaire de l'enfant entre griffes va se comporter, va se libérer. Et il peut avoir un geste maladroit qui peut faire mal à l'enfant. Ce n'est pas à souhaiter, mais c'est pour expliquer que l'enfant n'est pas l'enfant de la maison, pas l'enfant de la famille, c'est l'enfant de la communauté. Et ici en ville, si un enfant se comporte mal dans la rue, fais-lui une simple remarque. S'il va commenter chez ses parents que j'ai été brutalisé par un monsieur en ville, ben, tu as cherché une guerre qui va ressembler à la Russie et l'Ukraine. Et voilà que malheureusement, sans vous rendre compte que vous ne rendez pas service à votre enfant, vous allez vous rentrer dedans pour rien du tout. Pourtant. Mieux vaut un bon prochain voisin que parent lointain. Oui, moi je pense que le voisin est votre premier parent. Lorsque vous êtes attaqué par exemple de nuit chez vous, vous criez au secours, vous appelez à l'aide, qui intervient en premier? Pas un parent, non, le voisin. Oui. Donc il faut éviter de se mettre le voisin à dos. On doit toujours entretenir de bons rapports avec son voisin. Malheureusement aujourd'hui, ça c'était dans nos villages, mais malheureusement aujourd'hui... Même en ville aujourd'hui, il faut qu'on s'efforce, il faut vraiment... Il faut qu'on tende vers ça. Moi je peux vous dire, bon, c'est pas faire de la mauvaise langue, hein. Moi j'ai des voisins, peut-être que je ne sais pas comment ils s'appellent, mais la politesse voudrait que je leur dise bonjour à chaque fois que nos regards se croisent, à chaque fois qu'on se voit. Ça c'est ton cas, voilà. Tu as des voisins compliqués, hein. Il y a des voisins qui sont quand même compliqués à vivre. Hein. Ah oui, de temps en temps ça flambe. Malgré les murs et tout,
Mais bon, ce que l'on demande, c'est d'être bien, en bon terme avec votre voisinage. Parce qu'en cas de problème, le premier secours, c'est celui des voisins. Il ne viendra pas de vos parents, il ne viendra pas de personne ailleurs. C'est d'abord ceux qui vivent au quotidien à côté de vous. Et Gabin, même lorsque vous êtes un peu frictionné, pour parler comme ça, la probité morale voudrait que tu ailles vers ton voisin pour lui dire, bon, écoute voisin, nous sommes, on est humains, nous sommes appelés à vivre nous n'avons pas pu presque nous entendre ensemble. sur tel ou tel autre sujet. Bon, faisons table rase, parce que on ne va pas s'éterniser là-dessus et puis nourrir la colère. Je ne vous apprends rien, c'est une dépense énergétique considérable. Tout à fait. Et même une dépense spirituelle. Donc on n'a pas à nourrir la colère. Écoute voisin, vraiment je m'excuse, je me suis emporté, je ne sais pas trop pourquoi. Ce n'est pas une lâcheté que de faire ça. Le pardon n'est pas un signe de lâcheté. Et puis, qu'est-ce qu'on sait de demain? Qu'est-ce qu'on sait de l'avenir? Nos enfants que nous avons peuvent aller en mariage chez l'enfant du voisin. Moi d'ailleurs, j'ai l'une de mes voisines. Je lui avais dit il y a 10 ans, sa fille, sa petite fille, devrait être l'épouse de mon fils, de Gabin. Elle n'avait pas trouvé objection. Mais bon, malheureusement, les choses ont voulu que l'une est restée ici au Gabon, l'autre s'est éloignée. Mais parce que je connais la moralité de la famille, et ils connaissent certainement aussi la mienne, donc on ne trouve aucune objection. Ça aurait fait un bon arrangement. Mais malheureusement, les enfants se sont éloignés, mais moi j'ai pris pour que mon fils vienne épouser cette fille-là. Je donnerai tout pour elle. Ah, voilà. Elle s'appelle Agnès. Voilà un père. C'est ma voisine. Bon, maintenant il faut que ton souhait s'aligne avec celui de mon fils. Ben, voilà. En parlant de fils, pour terminer, c'est l'anniversaire de Lévi Radley Kumba. Joyeux anniversaire, Radley. C'est le fils de... Joyeux anniversaire, fils Kumba. C'est le fils de papa. Tu es le fils de Kumba, mais ton Kumba, il est spécial. Ouais. Joyeux anniversaire, mon fils. C'est le Kumba de qui n'est pas spécial? Mais tu sais, le Kumba, bon, ils sont souvent spéciaux. Je ne vais pas vous suivre. Fiston, joyeux anniversaire. Et voilà. Plein de bisous, plein de bisous. Et plein de bisous à ceux qui nous regardent à Brasilia, depuis Brasilia, c'est au Brésil. Au Brésil? Oui. Ah, c'est bien loin, c'est de l'autre côté de l'Atlantique. De l'Atlantique, on nous regarde chaque fois. On peut y aller en canoë-kayak? On ira très prochainement. Il y aura des reportages à réaliser là-bas. Ok. Ah oui, mais il faut bien qu'on fasse des reportages. Mais j'irai seul, hein? Ah, j'ai entendu au début, il faut bien qu'on y aille. Tu viens avec moi? Bon. Merci de m'abandonner sur la rive. Prenez votre bateau. Je prends le bateau avec personne. Moi, je prends le bateau avec les téléspectateurs. Ok. Ok. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Passez un excellent week-end. Allez, bisous. Ciao. Ciao.